Bonsoir et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition. Aujourd'hui, mercredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. On va en parler largement dans les prochaines minutes. Voici les titres du jour. Découvrez Chloé Beck et Marylis Turini, deux femmes qui ont trouvé leur voie dans des métiers parfois jugés masculins. L'une est agricultrice, l'autre est journaliste sportif. Savez-vous ce qui se trouvait sous vos pieds pendant des siècles? Réponse au cœur de l'expo Archéologie, une histoire à creuser, une exposition qui se déroule actuellement à Thionville. La météo de ce jeudi sera maussade avec des averses qui s'intensifient au cours de la journée. Par contre, les températures vont être assez douces le matin entre 7 et 9 degrés et l'après-midi jusqu'à 14. Et puis nous évoquerons l'égalité homme-femme et la place de cette dernière dans la société avec notre invité qui va nous rejoindre dans quelques instants. Il s'agit d'Hélène Courson, présidente de l'association Mixité. On va lui donner la parole, le temps de s'intéresser au reste de l'actualité. Ce 8 mars n'est évidemment pas la journée de la femme, mais bien la journée internationale des droits des femmes, une nuance évidente, mais qui prouve que la lutte pour l'égalité est encore loin d'être terminée. Mais savez-vous d'où vient cette journée et quels droits ont été acquis au fil du temps en France? Pour vous mettre à jour, voici un cours d'histoire condensé. 8 mars 1982, la journée des droits des femmes est créée en France sous l'impulsion d'Yvette Roudy, alors ministre déléguée aux droits des femmes. Son travail continue en 1983 avec la loi pour l'égalité professionnelle. Certains attribuent le 8 mars à la féministe allemande Clara Zetkin en 1910 lors d'une conférence à Copenhague. D'autres parlent d'une grève des ouvrières à Saint-Pétersbourg en 1917, marquant le début de la révolution russe, ou encore de la marche des salariés à New York en 1909. Femme dit non, c'est non. Si les origines sont encore floues, le combat des femmes est bien réel. Alors quelles avancées faut-il retenir? Parmi les révolutions contemporaines, le droit de vote acquis en 1944 après de longues années de lutte. 2 ans plus tard, l'article 3 en préambule de la Constitution pose le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais il faudra attendre 1965 pour voir émerger l'émancipation de la mariée. Les années 60-70 marquent également l'un des plus grands tournants dans la libération sexuelle, notamment avec la légalisation de la contraception, mais surtout la célèbre loi Veil du 17 janvier 1975 qui dépénalise l'avortement sous condition. Dans les années 80, les plans de lutte contre les violences faites aux femmes commencent à prendre de l'ampleur. Le viol est reconnu comme crime et est pénalisé, tout comme le viol conjugal. Depuis 2000, les lois continuent de s'étoffer en matière de discrimination au travail, de violence conjugale, de harcèlement sexuel, d'accès à la contraception et se généralisent aussi comme pour la PMA, accessible pour toutes dès 2021. Niveau salaire, si en 2006 une loi vise la suppression des écarts de rémunération, mais aussi une représentation plus équilibrée des femmes dans les postes à responsabilité, les inégalités persistent. En France, les femmes gagnent toujours 15,8% de moins que les hommes à travail égal. Le droit à l'interruption volontaire de grossesse est régulièrement remis en question dans le monde politique. Une femme sur 3 continue d'être victime de violences sexistes et sexuelles au cours de sa vie. Et les féminicides sont encore d'actualité avec déjà 23 cas recensés par le collectif Nous Toutes au 4 mars 2023. Les femmes dans le monde devront attendre plus de 130 ans avant de connaître un monde égalitaire. Alors en attendant, le 8 mars continue d'être une journée de lutte contre le sexisme, la discrimination et les violences. Mais aucunement une journée de promotion commerciale, de cadeaux et de compliments. Vous l'avez compris, il s'agit bien sûr d'une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation. Mais finalement, que représente cette journée pour vous? Lucie Philippot et Jean Milon vous ont posé la question. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Cette journée rappelle les inégalités entre les hommes et les femmes. Elle est apparue au début du XXe siècle lorsque les femmes réclamaient de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Et c'est en 1977 que les Nations Unies ont instauré cette journée. Mais la connaissez-vous vraiment? Je suis partie vous poser la question. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Est-ce que ça vous parle? Bah oui, bien sûr. Pas trop. Non? J'étais même pas au courant. Moi je dis que c'est toute l'année la journée de la femme. Oui. Alors là, la liberté pour elle, hein, ça serait une belle chose. Une égalité aussi, qui n'est pas reconnue partout maintenant.
Ça me fait penser aux personnes qui ont été connues, qui se sont défendues pour nos droits. Simone Veil, voilà, il y a eu pas mal de figures féminines qui sont très importantes. Et je pense en effet que c'est une journée importante pour nous les femmes, pour nos droits. Vous, est-ce qu'il y a des domaines où il faudrait un peu progresser justement entre ces inégalités hommes-femmes ? Pas mal de problèmes, oui, effectivement. Un peu dans tous les domaines, donc il serait temps de remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Valoriser tout ce qui est salaire pour les femmes, parce que je viens d'être en retraite et après 42 ans de service, quand je vois la retraite que j'ai, ça fait mal. C'est au niveau de éduquer les personnes à ce niveau. Pour qu'il y ait une prise de conscience et vraiment essayer de changer à ce niveau, combattre ces inégalités, quoi. Malheureusement, elle est encore en retrait par rapport à l'homme. Est-ce que vous, dans votre quotidien, vous avez été confronté justement à ces inégalités ? Surtout la représentation, notamment lors d'un achat d'une voiture, où très clairement on m'a demandé, on m'a clairement dit bon monsieur vous gagnez plus que madame. Et c'était pas le cas. Tout ce qui est médecine, etc., je le vois, j'ai pas la même chose. Quand je vois c'est des hommes qui auscultent les femmes, c'est pas la même chose que si c'est une femme qui le fait, quoi. Surtout vis-à-vis du gynéco, etc., moi je le vois vraiment. Et des inégalités, il y en a aussi dans le monde digital. Le thème de cette journée, c'est l'utilisation d'Internet. 37% des femmes n'y auraient pas accès. L'écart technologique est donc en leur défaveur. Nouveau combat depuis quelques semaines, celui contre la réforme des retraites. Les femmes aussi veulent se faire entendre sur ce sujet. Après le mouvement de grève massif qui a eu lieu ce mardi, une autre mobilisation s'est tenue ce 8 mars. L'occasion d'évoquer à la fois la lutte pour les droits des femmes, mais aussi l'opposition au projet de réforme jugé injuste et risquant d'aggraver les inégalités entre les femmes et les hommes. La prochaine grosse journée de mobilisation, ce sera le samedi 11 mars. Elles évoluent dans des métiers jugés masculins et pourtant elles sont bel et bien à leur place. Nous avons suivi Chloé Beck et Marlise Turini, deux femmes qui ont trouvé leur voie professionnelle là où on ne les attendait pas. Regardez. Elles seraient 30% à faire tourner une exploitation agricole au quotidien. Et Chloé Beck en fait partie. La jeune fille de 18 ans est apprentie dans une entreprise céréalière et elle sait que sa voie, elle l'a trouvée. J'ai toujours su que c'était là ma place et qu'il fallait que je fasse ça et pas autre chose. Des remarques de la part des hommes, elle en a eu, mais ça ne l'atteint pas. J'ai déjà reçu des remarques comme quoi je ferais mieux d'être caissière ou d'être vendeuse dans un magasin pour pas être trop chaud l'été. Que les femmes c'était fait pour être à la maison, pas dans les champs. Selon Chloé, les mentalités ont changé, il reste du travail à faire, mais on est sur la bonne voie. En 2023, il faut plus se poser ce genre de questions. Une fille, ça sait rouler un tracteur aussi bien qu'un garçon. Ça peut très bien faire le métier d'agricultrice. C'est plus un souci maintenant. Tout est adapté, donc n'importe qui peut faire ce métier, quoi. Elle ne côtoie pas les champs et les tracteurs, mais plus la pelouse et les joueurs. Marlise Turini est journaliste sportif et suit le FC Metz depuis plus de 20 ans. Et dès le début, elle s'est sentie intégrée face aux autres hommes journalistes. Il n'y avait que des hommes quasiment et j'ai jamais eu aucun souci. Il ne faut pas dire je suis une femme donc j'ai le droit de faire ça ou j'ai pas le droit de faire ça, il faut se dire journaliste. Pour Marlise, cette journée, c'est l'occasion de mettre en avant des femmes de ce milieu. On a parlé de Stéphanie Frappart qui était à la Coupe du Monde. C'est très bien, je suis fière en tant que femme qu'une femme aille à la Coupe du Monde. Mais moi ce que je veux, c'est qu'on n'en parle plus, que ça soit normal. La journaliste a toujours trouvé sa place, surtout dans le Club Grenat. J'ai eu une chance énorme, et ça je tiens à le dire, quand j'ai commencé au FC Metz, à travailler pour les journaux en suivant le FC Metz, j'ai eu la chance de tomber sur Joël Muller et Carlo Molinari. Ils m'ont toujours accepté en tant que journaliste. Des progrès sont encore à faire dans ce milieu. Aujourd'hui, on recense 3000 journalistes sportifs et seuls 10% de ce chiffre sont des femmes. Présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises de la Moselle depuis le 21 octobre dernier, Nadège Riss, et surtout depuis de nombreuses années la patronne de Joint Vulcanisation Caoutchouc, entreprise de 8 salariés basée à Peltre. Elle est donc bien placée pour évoquer la place de la femme dans un milieu composé majoritairement d'hommes. On l'écoute.
Alors déjà, je suis très fière parce que je suis la première femme présidente de la CPME Moselle et je suis également dans l'industrie. Donc ça fait deux choses importantes. Et donc je suis très fière d'être au service des TPE, PME et PMI de la Moselle. Alors moi, ça fait longtemps que je suis dans l'industrie, ça fait 35 ans. Et c'est vrai que c'était un peu plus compliqué il y a 35 ans parce qu'on était vraiment très très peu. Mais pour ma part, je trouve que j'ai été très, très gâtée. Je pense que quand on est une femme à la tête d'une entreprise, on a peut-être un peu plus de dialogue avec tout le monde et on est peut-être plus à l'écoute. Peut-être c'est ça la différence. En Moselle comme ailleurs, la place des femmes dirigeantes est toujours faible, puisqu'on est à peu près à 6% des femmes dirigeantes dans l'industrie. Mais quand même, on sent qu'il y a des choses qui se passent, comme par exemple de demander la parité, c'est très compliqué. Mais malgré tout, d'être déjà acteur de cette volonté, je trouve que ça fait avancer les choses. Par exemple, dans les conseils d'administration, on conseille qu'il y ait toujours au moins une femme pour qu'on ait un œil féminin dans toutes les décisions qui sont prises. Quand on est une femme, évidemment, la maternité, c'est une femme. Donc quand on a des enfants, eh bien, il y a encore toute une journée quand on rentre pour s'occuper des enfants, il y a les devoirs, il y a les repas, enfin, même si aujourd'hui, il y a quand même une grande... on partage les tâches, mais malgré tout, il y a quand même, jusqu'à un certain âge, les enfants ont besoin de la maman et puis de l'amour de la maman. C'est important dans l'éducation, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je pense qu'une femme reste une femme. Elles sont célèbres et ont désormais leur allée à Dieuze. Sur le parvis de l'Hôtel de Ville trônent désormais des sculptures et des plaques dédiées aux femmes qui ont marqué leur temps, artistes, résistantes, sportives, de quoi leur rendre hommage. Et cette installation a d'ailleurs été inaugurée aujourd'hui. Coût total de cette structure, 40 000 €, dont 90% de subventions allouées par les fonds européens Leader. Célèbre ou non, quelle est la place des femmes dans notre société? Réponse avec notre invité du jour. Hélène Courson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Mixité. Alors j'aimerais en préambule qu'on redonne un petit peu les missions de cette association. C'est sensibiliser, c'est ça? Oui, alors Mixité est une association qui a pour but d'agir localement, socialement, dans toutes les sphères de la société, pour faire évoluer, par le biais de conférences, le 8 mars, le 25 novembre et autour de Conflab, pour réfléchir. Également, nous intervenons sur la fracture numérique, dans les quartiers prioritaires de la ville, dans un atelier que l'on a à Étape Habitat, qui est également suivi et nous sommes aidés par des mécènes. Alors en termes d'inégalité, puisque c'est le sujet du jour, quel état des lieux on peut faire aujourd'hui ? Alors, en termes d'inégalité pour les femmes, donc là, je vais parler, moi, du thème qui a été repris par l'ONU Femmes, qui est l'inclusion numérique des femmes, sur lequel nous, Mixité, nous sommes très présents, ainsi que je le disais à l'instant, par nos ateliers, par les demandes que l'on a aussi dans les quartiers prioritaires de la ville, où lorsque nous faisons des ateliers, c'est majoritairement des femmes qui sont présentes, et idem chez Étape Habitat, ce sont les femmes. Par contre, nous nous apercevons que nous travaillons en collaboration avec Pôle emploi et leur chèque aptique, c'est-à-dire aider des gens qui sont en recherche d'emploi à se familiariser ou développer leur numérique. Et là, c'est étonnant, nous avons, on va dire 90% d'hommes qui demandent et les femmes ne le font pas. Donc là, c'est un grand mystère. Et dans le domaine du travail, est-ce que c'est là où il y a encore le plus d'inégalités ? Toujours, il y a toujours de l'inégalité. On s'aperçoit que dans les métiers d'informatique, les femmes sont très peu présentes, et pourtant, il y a jusqu'à un certain moment donné à l'école, ça va. Et puis après, quand elles doivent rentrer dans les filières, là, les femmes ne s'engagent pas. Il y a très peu d'ingénieurs femmes en informatique, et on s'aperçoit que, pourquoi ? Et pourtant, c'est un métier qui est agréable et qui devrait les sensibiliser. D'où
le thème qu'a pris ONU Femmes. Et aujourd'hui, j'étais avec bien d'autres associations et représentants à la mairie de Metz, qui a invité différents collectifs. Et c'est vrai que les interventions ont toujours remonté ça, que les femmes devraient plus s'impliquer. Et on espère que ça va se développer, mais c'est encore très faible. Bon, c'est un sujet qui est dans toutes les têtes et sur toutes les bouches depuis quelques semaines. La réforme des retraites, elle est jugée inégale, en tout cas pour les femmes. Quel est votre avis là-dessus? Alors là, je vais dire le mot scandalisé. Franchement, c'est scandaleux. C'est scandaleux quand on voit, alors je ne vais pas faire... tout le monde le sait, mais c'est fou d'en arriver là, à notre époque, que les femmes pâtissent, elles vont travailler plus longtemps. On sait qu'elles ont des carrières hachées. J'allais dire, il ne faut pas sortir de Polytechnique avoir fait l'ENA. Dans notre gouvernement, ils ont fait l'ENA, alors ils ont fait trop d'études. Ils ne sont pas à la base avec les gens. Je suis désolée, je dis ce que je pense, mais c'est ça. Je trouve que si la loi passait pour les femmes avec ses durées, je crois que le gouvernement n'a rien compris. Alors, selon une étude qui est développée dans le livre de Clotilde Coron, Stéréotypes de genre et inégalité professionnelle entre femmes et hommes, il y a 4 stéréotypes donc, qui perdurent. Les hommes seraient plus compétents que les femmes. Les enfants risquent de souffrir beaucoup plus si les mères travaillent trop. Certains souhaits sont spécifiques aux femmes, comme par exemple fonder un foyer. Ou encore, eh bien, les inégalités sont parfois justifiées. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces 4 stéréotypes qui perdurent ? Ça me fait sourire d'en arriver à entendre ça. Mais c'est pas croyable. Là, on est dans un monde moderne qui avance. On a les médias, on a plein de façons de pouvoir évoluer. Et entendre cela, pour moi, c'est inconcevable. Alors comment se place la France par rapport aux pays européens? Est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce qu'on est bon élève ou pas trop en termes d'égalité homme-femme? Bien, d'après ce que j'ai entendu, justement, on regarde un peu plus là, la France l'a été, l'est moins maintenant, apparemment. Et alors pour terminer, le chemin est-il encore long, d'après vous, pour arriver à quelque chose de plus égalitaire, voire une parfaite égalité? Alors, quand on parle d'égalité, dans quel domaine on parle d'égalité? Le travail, le social tous ces domaines. Tous ces domaines. Et personnellement, je trouve qu'il y a eu de belles avancées. Il y en a, il faut reconnaître. Mais c'était aux femmes aussi de s'engager, de pousser les barrières, et puis de se dire qu'elles ont toutes les capacités, elles ont toute leur place dans la société. Et il faut y aller. On parlait de l'informatique. Ce sont des métiers qui sont intéressants également. Et dans plein de domaines, la femme a sa place et c'est à elle aussi de pousser. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolutions qui sont faites, qui sont mises en place, mais après, il faut les utiliser. Merci beaucoup pour vos mots sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir invité. On va clore cette partie consacrée à la Journée internationale des droits des femmes pour parler du reste de l'actualité, à commencer par cette possible pénurie de carburant dans les stations. Au lendemain de la grève nationale, les raffineries semblent être toujours bloquées par les grévistes, rendant impossible les livraisons de carburant. À ce stade, pas de pénurie avérée, mais ce mercredi, 6% des stations-service présentaient déjà des ruptures à la pompe sur un ou plusieurs carburants, selon l'UFIP. Il faut surtout éviter donc de surconsommer par peur de manquer. Certains classements font la part belle aux communes de Moselle, d'autres mettent en lumière des problématiques. Le journal Le Parisien a sorti les 20 pires villes de France en matière de performance énergétique. Et c'est Frémin-Merlebach qui arrive en 10e position avec 44,30% de ses logements anciens notés entre F et G. Mais il n'y a pas que l'énergie qui inquiète, le manque de précipitations aussi. D'ailleurs, la sécheresse de l'été dernier est encore dans les mémoires, surtout celle qui a touché gravement les agriculteurs. En ce début d'année, le Comité national des gestions des risques en agriculture a examiné les demandes de reconnaissance de ce qu'on appelle les calamités agricoles en Moselle. Il ressort qu'au total, 384 communes du département ont été retenues pour toucher ces aides. Les agriculteurs disposant de surfaces fourragères peuvent donc déposer une demande d'indemnisation pour leur perte jusqu'au 23 mars. Les informations concernant leurs droits seront envoyées par email ou par la poste.
Direction maintenant le plus grand port de plaisance de l'Est de la France, celui de Sichazel. Sa particularité, il est géré par une association, le YCMS. C'est un cas unique dans la région. Après 40 ans d'autofinancement et d'investissement personnel et forte de 200 membres, l'association se heurte aujourd'hui à la réalité. Elle manque de bénévoles pour maintenir son activité à flot. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir des projets, comme l'arrivée d'une nouvelle aire de camping-car, ainsi que la navette fluviale qui sera prolongée à proximité du port. Ça se passera début mai. On fait le point justement avec Fernand Gluck, ancien président et cofondateur du port de Sichazel. Créé en 82 par une association de bénévoles. Nous étions 40 membres au début et vous avez l'un des 2 derniers représentants de cette équipe-là. Bien sûr, depuis, il y en a eu d'autres et ça a marché très bien jusqu'à ces dernières années où, comme je l'ai déjà dit, il y a eu un manque de bénévoles. Ce port a pu se développer grâce aux cotisations d'une part, qui sont composées aussi des places de port, et puis grâce à la participation financière de beaucoup de membres qui ont donné un coup de collier le jour où il fallait faire des gros travaux, comme la pose des pales planches, la pose des pieux, tout ça qui a nécessité l'arrivée d'entreprises extérieures. Pour prendre un grand bain de culture, vous pouvez, comme chaque mercredi, ouvrir la boîte à malice. Cette semaine, Alicia Hiblot a craqué sur les spatz lorrains, de petits oiseaux en racoup, réalisés par l'artiste montignan Denis Hilt. Elle a également rencontré Stéphane Ulrich, directeur artistique de la fête du court-métrage, qui aura lieu à Metz du 15 au 18 mars. Un festival qui va vous permettre de découvrir plus d'une 50aine de films. Vraiment toute une programmation très éclectique. Le week-end à la MCL Metz, on transforme la MCL Metz en un multiplex culturel où il va y avoir les pièces qui sont transformées en salle de cinéma et on va pouvoir se balader d'une pièce à l'autre. Super. Et passer aussi d'un art à l'autre, puisque dès qu'on sortira d'une pièce, on pourra avoir une exposition plastique ou des expositions photos. Il y a aussi des installations vidéo qui vont se mettre en place. Dans la cour même de la MCL, il y aura aussi du mapping. C'est vraiment une richesse culturelle assez intéressante à montrer, pour montrer que tous les arts sont liés. Que grâce au cinéma, on peut faire ce qu'on appelle la transversalité. Et vraiment, tous les arts sont représentés. C'est un entretien à découvrir en intégralité ce soir à 19h ou en replay sur notre site internet. Archéologie, une histoire à creuser. C'est une exposition à la Tour aux Puces de Thionville qui est ouverte jusqu'au 30 avril. L'occasion pour les Thionvillois de découvrir ce qui se trouvait sous leurs pieds depuis des siècles. À découvrir notamment les vestiges et sépultures mises à jour lors des dernières fouilles préventives de 2022 à l'emplacement de l'ancien couvent des Augustins. Regardez. Pieds des Thionvillois, des vestiges de l'Antiquité, des vaisselles enfouies depuis des siècles, des squelettes, autant de trésors qui se retrouvent le temps d'une exposition à la Tour aux Puces. Vous avez ces fragments de céramique ici qui font partie donc des objets les plus anciens. Vous avez de l'archéologie du Moyen-Âge, vous avez de l'archéologie antique, vous avez de l'archéologie préhistorique, protohistorique. Moderne, ici, pour ce qui nous concerne. Si tout n'a pas encore été retrouvé lors des nombreuses fouilles, c'est une bonne partie de l'histoire mosellane qui est exhumée. De 4500 avant notre ère jusqu'au XVIIIe siècle. On peut supposer qu'en effet, sous le vieux Thionville n'a pas encore révélé tous ses secrets. Ça, c'est certain. C'est certain. Et la plupart des découvertes archéologiques s'effectuent par les modifications des plans d'urbanisme, les constructions qui peuvent s'effectuer et qui permettent en effet la fouille du sous-sol et donc de faire ressurgir ces éléments du passé. L'exposition présente notamment les découvertes de l'Institut national de recherche archéologique en 2022 et met en valeur ces hommes et ces femmes de la profession avec un parcours ludique pour peut-être faire naître des vocations. Qu'est-ce qui te plaît dans l'exposition ? Plutôt cette partie-là, parce que j'aime bien les Playmobil. Je suis venu ici plusieurs fois, mais il y a une vingtaine d'années. C'est intéressant toujours de voir ce qui s'est passé ici dans la région. Ça nous intéresse, mais ailleurs on se contente de lire les magazines, c'est tout. Quand c'est possible de le voir, on vient évidemment, c'est plus intéressant. Archéologie, une histoire à creuser, est ouverte jusqu'au 30 avril. Des ateliers pour toute la famille sont déjà prévus jusqu'à l'été.
Et avant de terminer cette édition, place aux travaux de démantèlement de l'immense tuyau blanc au-dessus de l'autoroute A31. Ce mercredi, une première phase de débroussaillage a eu lieu par des entreprises spécialisées de chaque côté de l'A31 pour libérer l'espace autour des poteaux de soutien. C'est une phase qui doit être effectuée avant le 15 mars pour ne pas perturber la période de nidification des oiseaux. Il restera ensuite à dégager le terrain de 240 hectares d'EDF. Puis la RD 153 sera fermée à la circulation les 17 et 18 mars. C'est seulement à ce moment-là que les travaux de destruction du tuyau seront lancés et l'autoroute A31 entièrement coupée à la circulation les 29 et 30 avril pour démanteler définitivement les 191 mètres de cette immense structure. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour la suite de votre programme, Jean Milon vous attend pour un nouveau face-à-face avec une personnalité du territoire, suivi d'une nouvelle boîte à malice à 19h. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.